Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On va parler de médicaments, en fait de déprescription. Ça peut sembler un sujet un peu ardu, mais j'espère que je vais pouvoir essayer de bien vous expliquer certains concepts pour vous aider à poser les bonnes questions à propos de vos médicaments. Donc, je vais partager mon écran. Donc, je voulais seulement mentionner en commençant que je n'avais pas de conflit d'intérêt avec la présentation d'aujourd'hui. Et ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, en fait, ce sont de comprendre les risques potentiels qui peuvent être associés à la prise de plusieurs médicaments. Puis, en fait, pour ça, on va essayer de se poser des questions pour comprendre l'équilibre entre les bénéfices et les risques d'un médicament, parce que c'est beaucoup en sachant si on est dans le bon équilibre, si ça vaut la peine de prendre un médicament, s'il nous apporte plus de bien que de tort, finalement. Et ça va introduire, en fait, les principes de peut-être que dans certains cas, ça vaut la peine de faire de la déprescription. On va voir, ça serait quoi les raisons, pourquoi et comment le faire. Donc, peut-être tout simplement, pourquoi est-ce que je vous parle de médicaments aujourd'hui? C'est simple, mais dans ma pratique en gériatrie, je vois des patients qui prennent énormément de médicaments. Parfois, ils ont des effets indésirables. Ce sont des choses qu'on essaie d'éviter le plus possible. Pourquoi les personnes âgées se ramassent avec tant de médicaments? En fait, on sait que le vieillissement amène plusieurs maladies chroniques. Il y a un rapport de l'Agence de santé publique du Canada qui a paru l'an dernier. Puis, en fait, c'est les trois quarts des aînés qui ont au moins une maladie chronique courante, un peu plus du tiers qui ont deux maladies chroniques courantes. Mais quand on regarde chez les patients plus âgés, donc de 85 ans et plus, on parle de la moitié qui sont atteints de multimorbidité, donc qui ont plusieurs maladies à la fois. Ça peut être de l'hypertension, de l'arthrose, des maladies du cœur, du diabète, de l'ostéoporose, donc toutes sortes de maladies. Et en fait, ces maladies-là, naturellement, nécessitent des traitements, donc nécessitent souvent des médicaments, et ça fait que avec l'âge, on prend de plus en plus de médicaments. Alors, on va se poser la question, en fait, au niveau canadien, quelle est la moyenne de médicaments pris par les personnes âgées au Canada? Et puis, pour ça, je vous demanderai ce que vous en pensez. Donc, je vais vous lancer un sondage et puis, ça devrait apparaître sur votre écran. Vous pensez que ça serait combien de médicaments en moyenne pris par les personnes âgées de 65 ans et plus au Canada? 1, 3, 5, 7, 10? Je vais vous laisser quelques instants pour tenter d'y répondre. Donc, la plupart ont voté. Je vais vous afficher ce que vous avez mis. En fait, la majorité avait dit 7 médicaments. En fait, vous êtes vraiment très pile-poil parce que c'est 6,9 médicaments en moyenne que les personnes âgées prennent de façon générale. Par contre, on sait qu'il y a des personnes âgées qui prennent moins de médicaments, voire pas du tout, et il y en a qui en prennent beaucoup plus. Donc, en fait, ce que ça amène, ça, quand on parle de plusieurs médicaments qui sont pris à la fois, c'est ce qu'on appelle de la polypharmacie. Donc, prendre plusieurs médicaments. Il y a différentes définitions dans le domaine de la pharmacie médicale, mais en général, quand on parle de polypharmacie, ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend au moins 5 médicaments. Puis on va voir après qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que ça entraîne le fait de prendre au moins 5 médicaments. Donc, on a vu, en moyenne, c'est 7 médicaments par personne âgée au Canada, mais on sait que c'est variable. Donc, quand on regarde ceux qui prennent 5 médicaments ou plus, ça tombe à 2 tiers des personnes âgées, mais il y en a qui en prennent plus. Donc, combien prendraient 10 médicaments et plus? Puis là, je vais vous tenter un petit peu encore, non pas chez les 65 ans et plus, mais vraiment chez nos personnes âgées qui sont un peu plus dans la fleur de l'âge, si on peut dire, mais donc nos patients de 85 ans et plus. Donc, combien vous pensez qu'il y a la moyenne de médicaments chez les aînés de 85 ans et plus? Est-ce qu'on parle qui prennent plus de 10 médicaments? Est-ce qu'on parle de 7 15 25 38
50 ou finalement, je ne sais pas trop, mais 10 médicaments et plus, ça fait quand même pas mal de médicaments. Donc, je vais mettre fin au sondage. La majorité, vous me dites 38% des personnes âgées de 85 ans qui prendraient 10 médicaments et plus. Certains disent même que ça serait jusqu'à 50%. Ça ferait quand même pas mal. J'espère qu'on se rendra pas là. Mais de façon générale, en effet, c'est chez nos 85 ans et plus, c'est bien 38% des gens qui prennent 10 médicaments et plus. Donc, tout ça, ça peut amener des conséquences. Mais là, on peut se demander, en fait, les médicaments, ils sont prescrits pour des bonnes raisons, pour nous aider, pour nous soigner, pour soulager nos symptômes. Mais est-ce qu'il y a des conséquences? En fait, c'est quelles conséquences qu'il y aurait à prendre plusieurs médicaments, donc à avoir finalement ce qu'on appelle la polypharmacie. En fait, les risques potentiels avec la polypharmacie, il y en a plusieurs. Donc, plus on prend des médicaments, plus le risque d'effets néfastes augmente. En fait, moi, si j'avais 10 médicaments et plus, 15 médicaments et plus à prendre, bien, premièrement, il y aurait de bonnes chances que d'une fois de temps en temps, je me trompe. Donc, on peut faire des erreurs dans nos prises de médicaments. Des fois, quand on a seulement des pilules, ça peut être compliqué, mais si on mélange un peu, il faut prendre des inhalateurs à des heures particulières, nos gouttes pour les yeux, on a des timbres à nous mettre sur la peau, on a même des injections. Ça devient vraiment compliqué tout ça. Puis le fait de faire des erreurs dans nos médicaments, bien, soit on n'aura pas l'effet escompté, ou soit au contraire, on pourrait avoir des toxicités parce qu'on en prend trop ou pas de la bonne façon. Alors, ça, c'est le premier risque finalement à prendre beaucoup de médicaments, c'est peut-être ne pas les prendre comme on devrait. Ensuite, le fait de prendre plusieurs médicaments ensemble, ça va augmenter le risque d'effets indésirables. Et chez les personnes âgées, il y a vraiment un grand éventail d'effets secondaires, mais on parle souvent des chutes et des fractures que ça peut amener. Aussi, certains médicaments, prendre plusieurs médicaments, ça peut contribuer aux problèmes de mémoire. Et parfois, ça peut aussi conduire jusqu'à une hospitalisation qui serait causée par les médicaments. En fait, c'est quelque chose qui est quand même bien documenté, que finalement, plus on prend des médicaments, plus le risque d'avoir une hospitalisation qui serait causée par un effet secondaire augmente. En fait, si les gens qui prennent 10 à 14 médicaments, ils ont 5 fois plus de risques d'être hospitalisés en raison d'une réaction indésirable aux médicaments. Puis ceux qui prennent 15 médicaments et plus ont 8 fois plus de risques. Donc, c'est certain qu'on se souhaite que ça arrive peu souvent, mais on sait que le fait de prendre beaucoup de médicaments, ça augmente le risque, malheureusement, on ait un effet plus grave qui nous conduise à l'hôpital. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de bien les réviser et de conserver juste les médicaments qui apportent plus de bien que de risques, finalement. Puis, ces effets indésirables-là qui peuvent conduire soit à des hospitalisations ou d'autres sortes d'effets secondaires, on peut se demander, bien, pourquoi? Est-ce que c'est juste le fait de prendre plusieurs médicaments ou est-ce que finalement, en vieillissant, l'effet des médicaments, il est différent? Hein, si je prends une pilule de 10 mg à 50, 60 ans et que une même personne qui serait rendue à 80, 85, 95 ans prend la même pilule de 10 mg, est-ce que ça va avoir le même effet? Ou parfois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais ça fait 15 ans que je prends ce médicament-là et je le tolère très bien, mais est-ce qu'en prenant la même dose pendant 15 ans, est-ce qu'on a quand même le même effet ou si cet effet-là change en vieillissant? » Donc, la réponse, en fait, oui, c'est qu'il y a des changements qui sont associés au vieillissement en lien avec l'effet des médicaments. Quand on prend un médicament, il faut se comprendre que, bon, souvent, on le prend par la bouche, le médicament va être absorbé dans notre système, il va se distribuer, donc il va se rendre un petit peu partout dans notre corps pour finalement aller agir où il doit agir, puis notre corps va l'éliminer. Alors, comment est-ce que ce processus-là, finalement, change avec l'âge? De plusieurs façons. En fait, la répartition, si on peut dire, entre
les muscles et la graisse ont tendance à changer avec l'âge. Donc, on a tendance à avoir de façon proportionnelle un peu plus de graisse que de muscles en vieillissant. Et ça fait qu'il y a certains médicaments qui ont tendance à s'accumuler un peu plus dans ce qu'on appelle les graisses que les muscles. Puis finalement, ça leur fait un petit réservoir pour finalement peut-être devenir avoir plus de potentiel d'accumulation puis de toxicité. Puis ces médicaments-là, de façon classique, ça peut être, par exemple, des antidépresseurs ou des sédatifs, donc souvent des psychotropes qui ont tendance à un peu plus s'accumuler dans le système avec l'âge. Il y a un autre phénomène avec l'âge, c'est que dans le fond, notre corps contient quand même moins d'eau. Donc, il y a certains médicaments qui, au contraire, eux, ils vont rester, non pas dans notre portion de graisse, si je pourrais dire, mais vraiment dans notre portion d'eau, dans notre corps. Et finalement, si on a moins de cette portion-là en vieillissant, ce médicament-là va plus facilement être concentré. Donc, avec une même quantité, on va avoir un plus grand effet. Et si on prend, par exemple, certaines personnes âgées qui peuvent se déshydrater facilement pendant l'été, bien, ces personnes-là peuvent être encore plus à risque d'avoir des effets secondaires de ces médicaments-là qui vont devenir encore plus concentrés et à risque de faire des effets indésirables. Ensuite, l'autre phénomène, c'est que quand on veut éliminer ces médicaments-là de notre corps, donc le corps va éliminer les médicaments soit par le foie ou par les reins, bien, ces mécanismes-là sont aussi affectés avec l'âge, donc de façon globale. C'est quand même simplifié, mais on peut dire que l'élimination des médicaments est quand même ralentie avec le vieillissement. Et peut-être la dernière chose à mentionner, c'est que finalement, quand notre médicament est prêt à agir comme il le faut, puis souvent il y a des médicaments qui ont des effets au niveau du cerveau, bien notre cerveau est plus sensible avec l'âge aux effets des médicaments. Donc, ça vient expliquer, en fait, pourquoi, avec finalement une même dose chez une personne peut-être qui aurait 80 ans par rapport à quelqu'un qui aurait 50 ans, on peut avoir un effet plus grand et un plus grand risque d'effet indésirable. Qu'est-ce qu'on fait pour prévenir ça? En fait, ça amène de la prudence. Donc, dans la pharmacie, ou en tout cas pour les médicaments chez la personne âgée, il y a un concept qu'on appelle, quand on commence un médicament, on commence avec une plus petite dose. Chez les enfants, des fois, on parle de doses pour les enfants ou de doses pédiatriques. Donc, chez les aînés, on va parler de doses gériatriques et ça veut dire qu'on va commencer avec des plus petites doses pour être sûr que, justement, le médicament est bien toléré, sachant qu'il peut avoir un plus grand effet ou être éliminé moins rapidement que d'autres. Et si ça va bien, on peut monter les doses, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment un principe de prudence. Ensuite, un autre effet, disons, potentiel avec prendre plusieurs médicaments, on a vu les erreurs, les effets indésirables. Certainement, ça amène des coûts, prendre plusieurs médicaments, mais ça amène aussi le phénomène des interactions médicamenteuses. Plus on prend des médicaments ensemble, ça ne veut pas dire que ces médicaments-là vont faire bon ménage, parce qu'il y a plusieurs sortes d'interactions entre les médicaments. En fait, il y a des médicaments qui peuvent avoir des effets additifs. Je pourrais prendre 3 médicaments qui, par exemple, ont tendance à endormir, donc je vais être un peu plus endormie, mais ça va affecter mon équilibre. Je pourrais avoir plusieurs médicaments qui peuvent occasionner des nausées ou faire de la constipation. Donc, ce sont tous des effets secondaires qui peuvent s'additionner quand on prend plusieurs médicaments. À l'inverse, il y a des médicaments qui vont avoir un effet contraire et qui vont avoir tendance un petit peu à s'annuler, si on peut dire. Si je prends, par exemple, un médicament pour ma haute pression avec lequel j'essaye de baisser ma pression, mais que d'un autre côté, je prends des anti-inflammatoires qui vont monter ma pression, bien à ce moment-là, on vient prendre des médicaments qui ont des effets contraires. C'est un peu, disons qu'on prend des médicaments des fois pour rien de ce point de vue-là. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir le moins possible d'interactions et pour ça, le pharmacien est vraiment une bonne ressource pour venir dépister ces interactions-là. Il n'y a pas seulement des effets additifs ou des effets contraires dans les médicaments. Des fois, il y a des médicaments qui vont aussi
interagir avec les maladies qu'on peut avoir. Par exemple, si j'ai un problème au niveau du cœur, j'ai de l'insuffisance cardiaque, j'ai tendance à développer de l'enflure, mais si je prends un anti-inflammatoire, ça a tendance, disons, à favoriser la rétention d'eau. Donc, ça n'aidera pas mon cœur qui va avoir encore plus de difficultés à gérer ce surplus finalement là, de liquide qui est accumulé avec mon anti-inflammatoire. Donc, ça, c'est un exemple d'interaction entre médicaments et maladie. Donc, c'est une autre sorte d'interaction. Ensuite, on a aussi des médicaments qui vont accélérer ou ralentir l'élimination d'autres médicaments. Alors, à ce moment-là, parfois, il faut ajuster les doses à la hausse ou à la baisse, mais il faut savoir comment les gérer. Donc, encore une fois, le pharmacien, de ce point de vue-là, est bien formé pour venir détecter ces interactions-là, mais il est certain que si on prend moins de médicaments, bien, il y a moins de risques d'avoir ce type d'interaction. Et puis, c'est bien documenté que plusieurs médicaments, bien, ça peut avoir des effets imprévisibles. Hein. Comme j'ai dit, il y en a que ça peut conduire soit à une augmentation des effets ou au contraire à annuler l'effet. Et plus de médicaments conduit à un plus grand risque d'interaction. En fait, quand on prend de 8 à 10 médicaments, le risque d'interaction augmenterait de 8 fois. Donc, ça nous amène à penser que on veut tendre à minimiser ce risque-là. Donc, une des façons de les minimiser, c'est d'essayer de prendre le moins de médicaments possible avec ce qui est réaliste en fonction de notre condition naturellement. Bon, une fois qu'on a vu un peu les risques associés aux médicaments, on sait que des fois, avec le temps, il y a des médicaments qui se rajoutent. Mon Dieu, on m'a prescrit, je suis rendue avec 17 médicaments. Mais comment est-ce arrivé? Est-ce que c'est sûr que ça n'arrive pas du jour au lendemain? Il y a plusieurs phénomènes. J'ai déjà mentionné qu'avec le vieillissement, plusieurs médicaments, plusieurs maladies vont conduire à l'usage de multiples médicaments pour traiter ces maladies-là. Donc, ça fait tout à fait du bon sens. Mais il faut se rendre compte aussi que parfois, on a plusieurs prescripteurs de médicaments. On peut aller voir plusieurs spécialistes et ils ne sont pas toujours au courant de tous les médicaments qu'on prend. Donc, c'est important vraiment, à chaque fois qu'on va voir, que ce soit son médecin de famille ou un spécialiste, d'avoir une liste complète de ces médicaments pour s'assurer que la personne qui nous prescrit un médicament est vraiment au courant du tableau global. Il faut se rendre compte aussi que des fois, on va voir le médecin et c'est nous-mêmes qui demandons une prescription. Est-ce que vous seriez content si vous avez de la douleur ou que vous pensez aller chez le médecin pour avoir une prescription et vous ressortez avec une prescription de faire par exemple, ça pourrait être faire de l'exercice ou aller voir un physiothérapeute. Donc, parfois, ce qu'on attend du médecin aussi est une prescription, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne chose. Ça pourrait être une prescription, mais pour autre chose qu'un médicament. Donc, il faut aussi moduler nos attentes quand on va consulter notre médecin pour savoir si vraiment le médicament, c'est la bonne solution à notre problème. Ensuite, bien, parfois, cette grande liste de médicaments, elle est là parce que il y a des médicaments qui sont poursuivis peut-être sans raison valable. On a tendance à les oublier dans le temps ou par habitude, ils sont continués, ça va bien, on les represcrit. Mais il faut se poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment encore nécessaires? Et finalement, un phénomène qui est quand même bien rapporté, qui peut expliquer pourquoi il y en a qui se ramassent avec des grandes listes de médicaments, c'est ce qu'on appelle la cascade médicamenteuse. Donc, je vais essayer de vous expliquer qu'est-ce qu'est la cascade médicamenteuse. La cascade médicamenteuse, en fait, c'est le principe de prendre un médicament qui va causer un effet secondaire. Et puis là, bien, cet effet secondaire-là, bien, on va donner un deuxième médicament pour essayer de le traiter. Et ce deuxième médicament-là peut causer un autre effet secondaire, etc., etc. Donc, si on prend un exemple, on pourrait avoir un anti-inflammatoire. Les anti-inflammatoires peuvent faire de l'enflure. Hein? Ils font de la rétention d'eau.
Là, quelqu'un pourrait le dire, ah, mon Dieu, docteur, j'ai les jambes enflées, donc vous vous faites prescrire un diurétique. Les diurétiques, donc, viennent éliminer l'eau, parce que ça peut faire soit de l'incontinence ou de la fréquence urinaire, hein. Donc, on va plus souvent à la toilette. Mon Dieu, il me semble que je viens donc bien souvent à la salle de bain, là, ça n'a pas d'allure. Il y a des médicaments qui peuvent venir calmer la vessie, finalement, qu'on appelle des anticholinergiques urinaires. Donc, on prescrit un médicament pour venir calmer la vessie, mais ces médicaments-là ont tendance à constiper. On se fait prescrire un laxatif. Donc, ça peut sembler complexe, mais c'est pour vous dire qu'un médicament peut conduire à un effet secondaire pour lequel on en rajoute un autre, puis finalement un autre et un autre. Cet exemple-là semble quand même, disons qu'il n'a pas de conséquences extrêmement graves, mais on pourrait penser à un autre exemple qui pourrait être peut-être beaucoup plus dérangeant. Si on prend par exemple un opioïde, hein, comme on peut penser à tous les dérivés de la morphine dans les opiacés et narcotiques, bien, ces médicaments-là parfois peuvent causer des nausées. On pourrait donner un médicament pour traiter cette nausée qu'on appelle le dimethylphénate. Ces médicaments-là ensemble, hein, chez des personnes âgées qui seraient plus sensibles, plus fragiles, bien, parfois ça peut endormir, mais parfois ça peut aussi les rendre plus confus, voire même avec ce qu'on appelle un délirium ou halluciné. Puis dans ce temps-là, il peut avoir un autre médicament de prescrit pour ça qui serait un antipsychotique. Alors vraiment, là, on vient de rajouter 3 médicaments et finalement 3 médicaments ensemble qui ont tendance à avoir tous des effets qui vont affecter l'équilibre et malheureusement, ça pourrait aller jusqu'à une chute qui conduirait à une fracture. Donc, ça, c'est pour vous illustrer que vraiment, là, un médicament qui est ajouté par-dessus un autre médicament, par-dessus un autre médicament, il faut essayer vraiment de se poser la question avant de rajouter un médicament dans notre liste. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui est déjà sur ma liste que je devrais essayer de soit réduire ou enlever pour finalement prévenir ce phénomène qu'on appelle de cascade médicamenteuse. Ensuite, quand on parle de plusieurs médicaments, de polypharmacie, puis de risques associés aux médicaments, on peut se demander, bien, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont moins pires que d'autres ou, à l'inverse, est-ce qu'il y en a qui sont plus à risque que d'autres? Et en fait, il y a vraiment des listes de médicaments qui ont été, disons, conçus par des experts. Puis finalement, c'est des listes qu'on appelle de médicaments potentiellement inappropriés. C'est-à-dire que ça amène vraiment là oh là, il faut se poser des questions. C'est comme une cloche. Ce médicament-là, en général, les risques sont probablement supérieurs aux bénéfices qu'ils peuvent amener pour une personne âgée. Donc, il faut vraiment se poser les bonnes questions avant d'utiliser ces médicaments-là. Est-ce que ça vaut la peine pour vous? Donc, ces médicaments-là qu'on appelle les médicaments potentiellement inappropriés ou les médicaments à risque, il y en a quand même une bonne proportion des aînés qui en prennent au Canada. Et pour ça, je vais vous faire travailler encore un petit peu. Donc, je vais vous lancer un sondage. Chez nos 65 ans et plus, combien vous pensez prennent au moins un médicament qu'on appellerait à risque, là, donc qui sont sur ces listes d'experts-là qu'on juge que probablement qu'il y a plus de risques et de bénéfices à prendre ce médicament-là. Donc, je vous partage les résultats. La majorité avait répondu 20%. En fait, c'est un peu plus que ça. Les statistiques nous disent que chez les hommes, c'est environ 30% des hommes et chez les femmes, c'est 42%. Donc, il y a quand même au moins le tiers des aînés qui prendraient un médicament qu'on considère à risque. Et puis, quand on regarde chez les 85 ans et plus, c'est même un peu plus élevé. Donc, 39% pour les hommes, puis 47% chez les femmes qui prendraient un médicament qu'on considère à risque. Ces médicaments-là qu'on considère à risque, il y a quand même des coûts très importants qui ont été documentés. En fait, juste pour ces médicaments-là, au niveau du Canada, ça serait 419 millions de dollars pour le coût défrayé de ces médicaments-là. Puis quand on tient compte qu'il y a des risques associés à ces médicaments-là,
et qu'on tient compte des dépenses pour les soins de santé qui seraient reliés, ça serait plus d'1 milliard de dollars. Donc, ça vaut vraiment la peine d'essayer, encore une fois, de venir réviser nos médicaments pour se demander si on est sur un médicament qui serait considéré finalement à risque. Un exemple de ces médicaments-là, ce sont les fameux somnifères ou les pilules pour nous aider à dormir. En fait, les sédatifs ou les somnifères, comme on les appelle, en général, ont une efficacité ou un effet qui est somme toute pas très, disons, impressionnant. En moyenne, ils nous aident à tomber endormi peut-être 15 minutes plus tôt. Et on a tendance à développer une certaine tolérance avec le temps. Mais ce qui est bien documenté, c'est que ces médicaments-là augmentent le risque de chute, de fracture, ça peut être d'un accident de voiture et aussi peuvent contribuer à des problèmes de mémoire. Puis, moi, ce que j'entends souvent, c'est « Ah, mais je le prends le soir, il n'y a pas de problème, pendant la journée, je ne suis pas endormie. » Mais il faut se rendre compte que les sédatifs, ils affectent notre système vraiment de différentes façons. Donc, ça peut être soit au niveau de la coordination, au niveau du temps de réaction, de la mémoire, de l'attention, de la planification, de la concentration. Donc, ce n'est pas simplement parce que on a l'impression qu'on n'est pas endormi, qu'on n'a pas d'effet de notre sédatif. Puis, il faut se rendre compte que chez les aînés, même si on prend un médicament le soir avant de se coucher, bien, il y en a probablement encore dans notre système pendant une bonne partie de la journée, voire même toute la journée. Donc, l'effet, il est encore là et ça peut venir affecter que ce soit nos réflexes, nous favoriser, par exemple, pour une chute, si on peut dire, ou venir altérer nos fonctions cognitives. Donc, quand on regarde est-ce qu'ils sont fréquemment pris au Québec, ces médicaments-là à risque, bien, en fait, les sédatifs et les somnifères, c'est vraiment la classe de médicaments qu'on considère à risque qui est la plus fréquemment prescrite. Il y avait, en fait, dans une base de données là, québécoise sur les maladies chroniques, là, on rapportait que c'était le quart des aînés au Québec qui prennent un somnifère. Donc, c'est vraiment la classe qui est la plus fréquente dans ce qu'on appelle les médicaments à risque. Il y a d'autres médicaments qui figurent sur cette liste-là, dont certains médicaments contre le reflux ou l'acidité gastrique. Par exemple, ces médicaments-là, il y en a qui peuvent qui pourraient augmenter potentiellement le risque d'avoir le C difficile ou de faire des déficiences de vitamines comme la vitamine B12. Il y a des antipsychotiques qui ne sont pas si fréquemment pris chez nos personnes âgées, mais ont quand même de multiples effets secondaires, peuvent encore une fois affecter l'équilibre, donc prédisposer aux chutes. Et chez nos patients, chez nos patients qui peuvent avoir des troubles cognitifs comme l'Alzheimer, ça peut aussi augmenter le risque de faire un AVC. Donc, il faut vraiment essayer de les réserver quand on n'a vraiment pas le choix de les utiliser. Il y a énormément de médicaments là, sur ces listes là, de médicaments à risque. Je ne peux pas tous vous les présenter, mais il y en a vraiment, les plus fréquents, je l'ai mentionné, ce sont les somnifères, mais il va y avoir des médicaments, par exemple, qui sont à éviter selon vraiment notre condition à nous. Donc, il faut s'informer soit auprès de notre médecin ou notre pharmacien. Il y a des médicaments qui sont à éviter spécifiquement quand on a des troubles de mémoire, qu'il y a des médicaments qui sont à éviter spécifiquement par exemple, quand si on fait de l'incontinence urinaire ou si on fait du Parkinson ou si on a déjà fait des chutes, si on a des problèmes rénaux. Donc, vraiment, ça prend des médicaments qui sont adaptés à notre condition. Il y a aussi un certain type de médicaments, en fait, qu'on soupçonne peut-être moins, mais que j'appelle disponibles dans une pharmacie pas très loin de chez vous. En fait, il y a plusieurs médicaments en vente libre, donc qu'on appelle sans prescription, qui peuvent avoir des effets qu'on considère à risque chez les personnes âgées. Puis ces effets-là, ce sont ce qu'on appelle des effets anticholinergiques.
Je vais expliquer dans peu de temps ce que ça veut dire, ces effets-là, mais ça représente une panoplie de médicaments. Ça peut être des médicaments contre les nausées comme le fameux Gravol, des médicaments qu'on retrouve à la pharmacie pour dormir, ça peut être des médicaments pour les allergies, ça peut être dans des médicaments comme des relaxants musculaires. Donc, il y a une panoplie de médicaments qui sont disponibles sans prescription à la pharmacie qui peuvent avoir ce type d'effet secondaire qu'on appelle anticholinergiques. Puis ça veut dire quoi ça chez nos personnes âgées? C'est des effets qui sont qu'on préfère éviter. Donc, premièrement, ça peut affecter la vision, une vision qui semble brouillée. Ça a tendance à peut-être faire de la constipation, de la bouche sèche. Ça peut nous endormir un peu, parfois aussi contribuer à des difficultés à uriner et chez certaines personnes qui seraient plus sensibles, bien, aller mener jusqu'à de la confusion ou même un délirium. Donc, vraiment, avant de prendre n'importe quel médicament sur les tablettes à la pharmacie, est-ce que c'est un bon choix quand on est rendu à un âge plus avancé? Il faut poser la question aux pharmaciens. Alors, on a compris, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris un peu qu'il y a différents risques associés à prendre, différents risques à prendre plusieurs médicaments. Alors, comment on peut faire pour minimiser les risques potentiels de ces médicaments-là? En fait, c'est de faire de la prévention. Hein? Donc, avant de débuter un nouveau médicament, avant qu'il soit rajouté sur notre liste, il faut se poser plusieurs questions. Premièrement, est-ce que j'ai réellement besoin d'un médicament? Est-ce qu'il y aurait d'autres solutions? Hein? On pense pour le sommeil, il y a toutes sortes de conseils qui peuvent être, de techniques qui peuvent être mises en place pour avoir un meilleur sommeil avec une efficacité, voire plus grande que les médicaments pour le sommeil et avec des risques qui sont moins grands. Donc, aussi, est-ce que, avant de rajouter un nouveau médicament, je reviens au principe de la cascade de tantôt, est-ce que c'est un médicament qui est déjà sur ma liste, qui pourrait être responsable, qui pourrait contribuer à un symptôme que j'ai en ce moment? Donc, vraiment aller voir, est-ce que si j'ai un effet ou un symptôme, est-ce que ça peut être un de mes médicaments qui contribue? Ensuite, il faut se demander, là, on me propose de prendre un nouveau médicament, c'est quel est l'effet attendu de ce médicament-là? Comment est-ce que je vais savoir si ça fonctionne ou c'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est un objectif de prévention? Est-ce que c'est un objectif de soulager un symptôme que j'ai? Donc, pour vraiment comprendre, là, qu'est-ce que j'attends de ce médicament-là? Si c'est pour soulager ma douleur, bien, à ce moment-là, est-ce que je dois m'attendre à ce qu'elle disparaisse? Est-ce qu'elle diminue du quart, de la moitié? Donc, il faut être réaliste aussi pour comprendre qu'est-ce que j'attends de ce médicament-là. Ou il y a des médicaments qui sont vraiment pour de la prévention. Hein. Par exemple, si on pense à tous les médicaments pour le cholestérol, on veut prévenir des maladies cardiaques. Souvent, on ne ressent pas l'effet de ces médicaments-là comme tel, mais il faut voir, bien, finalement, c'est quoi l'ampleur de l'effet? Est-ce que je suis le bon candidat pour ce médicament-là? Il faut se rendre compte aussi que quand on débute un médicament, souvent, il y a plusieurs options qui sont possibles et ça peut être une bonne chose de poser des questions à savoir, bien, c'est quoi les différentes options? Et peut-être qu'il y en a des options pour lesquelles soit l'effet ou le risque d'effet indésirable nous conviendrait mieux que d'autres. Donc, ça vaut la peine d'explorer différentes options. En fait, de comprendre c'est quoi les effets indésirables pour les détecter s'ils apparaissent. Et finalement aussi de comprendre, ça va prendre combien de temps avant que j'ai l'effet escompté du médicament et combien de temps je vais devoir le prendre? Est-ce que c'est un médicament que je vais prendre pendant 1 mois, 6 mois, toute ma vie ou jusqu'à ce que le problème ait disparu pour vraiment pouvoir le réévaluer en temps et lieu? Et si je prends déjà d'autres médicaments, est-ce qu'il y a des interactions avec mes autres médicaments? Et puis, tout ce processus-là, en fait, la clé, c'est que c'est vraiment
c'est ce qu'on appelle un processus de décision partagée avec les professionnels de la santé qui nous entourent. Donc, avant de débuter un médicament, il faut vraiment en discuter. C'est une discussion entre le médecin, le pharmacien, ça peut être avec l'infirmière, s'il y a une infirmière qui est autour de vous pour vraiment voir si on juge que ce médicament-là va amener plus de bénéfices que de risques. Maintenant, quand on a déjà plusieurs médicaments, qui sont présents, c'est là qu'on peut faire ce qu'on appelle la déprescription. Donc, la déprescription, c'est quoi? Ça veut dire soit cesser ou arrêter ou réduire, donc diminuer la dose de médicaments qui peuvent ne plus être bénéfiques ou être nuisibles. Puis, un message très important, c'est que quand on veut déprescrire, donc soit réduire ou enlever un médicament, il faut vraiment que ça soit fait en équipe avec les professionnels de la santé qui prennent soin de nos médicaments. En fait, pourquoi est-ce que pourrait être intéressant de déprescrire ou de réduire les médicaments? Bien, premièrement, d'une façon très simple, ça diminue notre nombre de médicaments qu'on a à prendre. Donc, ça peut être pratique. Ça simplifie la prise. J'ai expliqué au début que ça peut être compliqué, ça peut amener des erreurs quand on a énormément de médicaments à prendre. Donc, ça simplifie la prise des médicaments. En fait, ce qu'on vise beaucoup, c'est d'essayer de réduire ou de prévenir des effets indésirables de ces médicaments-là. Et bien, c'est certain que si on prend moins de médicaments, peut-être que ça coûte moins cher. Donc, ça peut être un effet un peu par la bande. Ensuite, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que déprescrire un médicament, ça serait envisageable ou une bonne option, alors qu'on me l'a prescrit et il y avait une bonne raison pour laquelle on m'a prescrit ce médicament-là. Pourquoi est-ce que je pourrais l'arrêter maintenant? En fait, il faut se rendre compte qu'avec le temps, il y a plusieurs choses qui changent. Donc, un médicament peut être prescrit à un moment plus tôt dans notre vie, mais entre-temps, peut-être que les objectifs qu'on visait avec ce médicament-là ont changé. Donc, si je prenais un médicament pour protéger mes reins alors que j'étais peut-être un âge moins avancé, mais que ça prend une dizaine d'années pour avoir l'effet, bien, peut-être qu'à un âge plus avancé, pour moi, ce que je recherche, c'est plus d'avoir une bonne qualité de vie, de soulager mes symptômes, mais que de prévenir quelque chose qui apparaîtrait dans 10 ans, c'est peut-être moins un objectif. Donc, il faut voir c'est quoi l'objectif avec le médicament. Il faut se rendre compte aussi que plus on avance en âge, bien, l'équilibre entre le bénéfice et les risques d'un médicament n'est plus le même. Parce que si le risque d'effet indésirable augmente avec l'âge, bien, quand on devient plus fragile, bien, peut-être que il y a 10 ans ou 15 ans, bien, la balance était en notre faveur, puis ça valait la peine de prendre ces médicaments-là. Mais peut-être que 10, 15 ans plus tard, bien, l'équilibre n'est pas le même et qu'il y a peut-être plus de risques à prendre ces médicaments-là que les bienfaits que ça peut nous apporter, que ça vaudrait la peine de le reconsidérer. Ensuite, ce qui change avec le temps aussi, c'est notre corps. Notre corps change, puis ça paraît un exemple. Parfois, il y a certaines personnes âgées qui vont perdre du poids avec l'âge. Ça peut faire que soudainement, la pression elle est moins haute ou le cholestérol est moins haut, le diabète est mieux contrôlé. Donc, parfois, on a besoin de moins de médicaments aussi pour cette raison-là, parce que le corps change, parce que notre condition physique change. Aussi, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a toujours des nouvelles données qui sont disponibles dans la littérature et les recommandations pour nous, comme professionnels de la santé, changent avec le temps. Donc, il y a 10-15 ans, je pouvais recommander, par exemple, un type de médicament pour prévenir une telle condition. Et aujourd'hui, je sais qu'on a eu des nouvelles données. Je sais que ça ne fonctionne pas ou qu'il y a des risques. Je ne recommanderai plus ce médicament-là. Donc, vraiment, il y a comme toujours des nouveautés qui sortent, il faut se tenir à l'affût et c'est pour ça qu'il faut réviser nos médicaments. Et finalement, il y a d'autres médicaments qu'on peut dire que c'est juste que leur durée de traitement qui est recommandée est dépassée. On peut penser, entre autres, à certains médicaments pour le reflux, à moins d'avoir des conditions particulières. Ces médicaments-là, de façon générale, sont recommandés pour être pris pendant peut-être 1 à 2 mois, mais souvent sont continués beaucoup plus longtemps, qui est ce qui serait recommandé.
Alors, une fois qu'on a pris la décision de dire, ah, ben, je pense que, oui, peut-être que ça vaudrait la peine de réviser ma liste puis de déprescrire ce que je pense qui pourrait être fait, ben, comment on commence? En fait, comme j'ai déjà mentionné, il faut vraiment le faire en équipe. Donc, ça serait de prendre un rendez-vous soit avec le médecin, le pharmacien ou l'infirmière pour réviser tous les médicaments pour voir s'ils sont tous nécessaires, peser les pour et les contre de chacun et prendre une décision ensemble. Et de ce point de vue-là, il y avait un sondage qui disait qu'en fait, il y a 70 des aînés qui se diraient prêts à arrêter un médicament si ça fait partie d'une décision d'équipe, si leur médecin leur disait que c'était possible. Alors, quelles sortes de questions il faut poser justement quand on va rencontrer, que ce soit notre médecin, notre pharmacien, etc. Bien, s'assurer du pourquoi. Hein? Est-ce que je comprends bien pourquoi est-ce que je prends ce médicament-là? Ensuite, est-ce que les bénéfices surpassent les risques pour ce médicament-là? Et chez les aînés, bien, il y a un aspect qui est très important, puis il faut se poser la question, est-ce que ce médicament-là peut affecter la mémoire ou causer des chutes? Et il y a une tonne de médicaments qui peuvent augmenter le risque de chute. Et j'aurais le goût de vous poser la question, parmi ces médicaments que je vais vous exposer ici, lesquels vous pensez peuvent augmenter le risque de chute? Vous pouvez, il me semble, choisir plus qu'une réponse dans ce sondage-là, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les somnifères, je l'ai mentionné, mais est-ce que les antipsychotiques pourraient augmenter le risque de chute? Est-ce que les antidépresseurs sont un risque de chute? Les opiacés comme la morphine et les dérivés, les médicaments pour les convulsions, les diurétiques, donc pour aider à éliminer l'enflure, ou le fait de prendre plusieurs médicaments, est-ce que ça aussi, c'est un facteur qui peut augmenter le risque de chute? Donc, je vais vous montrer ce que vous avez répondu. Donc, plusieurs ont répondu que de prendre plusieurs médicaments augmente le risque de chute. Et c'est vrai, en fait, dans la littérature, juste le fait de prendre 4 médicaments et plus, c'est rapporté que ça peut augmenter le risque de chute chez les aînés. C'est certain qu'il faut aller voir aussi c'est quel type de médicament et comprendre si ce médicament peut affecter l'équilibre. Pour ce qui est des autres médicaments, en fait, ils peuvent tous augmenter le risque de chute parce qu'ils peuvent tous affecter l'équilibre d'une façon ou d'une autre, que ce soit les somnifères, les antipsychotiques, les antidépresseurs, les opiacés, les médicaments contre les convulsions ou les diurétiques. Ils ont tous un risque potentiel de nous faire tomber, ou disons de contribuer à notre risque de tomber. Donc, vraiment, si ça nous est déjà arrivé de tomber, si on a déjà eu une chute ou une fracture, il faut voir parmi ces médicaments-là, est-ce que j'en ai réellement besoin? Si oui, est-ce que la dose, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette dose-là ou est-ce qu'on peut baisser la dose un petit peu pour vraiment essayer d'avoir un équilibre entre le risque puis l'effet qu'on veut de ce médicament. Donc, ensuite, une autre question à poser quand on va rencontrer soit notre médecin, notre pharmacien pour réviser nos médicaments, une fois qu'on a regardé le pourquoi et est-ce qu'il y a des bénéfices ou des risques, est-ce qu'il y a d'autres médicaments qui seraient plus efficaces ou plus sécuritaires ou même d'autres traitements qui ne seraient pas des médicaments, d'autres trucs finalement pour réduire nos médicaments et avoir moins de risques? Et finalement, est-ce que parmi ces médicaments-là, est-ce qu'il y en a que je peux me permettre, si ça va bien, si le problème médical pour lequel il était donné est bien traité ou que c'est en accord avec le médecin ou le pharmacien, est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait considérer réduire, ou éventuellement d'arrêter? Et comment je dois faire le suivi, avec qui et quand? Donc, c'est vraiment des questions qu'il faut aborder avec soit son médecin, pharmacien ou l'infirmière. Parce qu'en fait, le comment déprescrire, je reviens encore, c'est vraiment un processus encadré, se fait en équipe. Et puis, quand on va vouloir regarder une grande liste de médicaments pour voir s'il y en a quelques-uns qu'on peut réduire ou arrêter, on va vraiment aller de préférence un médicament à la fois. Et il faut se rendre compte qu'il y a plusieurs types de médicaments qu'on ne pourra pas cesser d'un coup, que ça va être possible d'arrêter, mais qu'il va falloir faire un sevrage progressif. Puis, dans le fond, ça, c'est un peu un exemple d'un programme de sevrage qui peut être
être proposées. Par exemple, pour les sédatifs, vous avez un exemple ici, pendant 2 semaines, on peut prendre un peu une moitié de pilule quelques jours par semaine, puis ensuite on prend des moitiés de pilules plus de jours par semaine, et ensuite on prend seulement que des moitiés de pilules, puis ensuite on peut prendre des quarts de pilules quelques jours par semaine. Donc, ça vous donne un exemple que d'une façon encadrée et progressive, il y a des trucs pour diminuer certains médicaments. Donc, c'est certain que les professionnels de la santé qui sont autour de nous sont des ressources incroyables d'informations, mais il y a aussi des ressources en ligne. Il y a, entre autres, le Réseau canadien des prescriptions, donc le réseau des prescriptions, qui a beaucoup d'informations sur leur site Internet. Vous pouvez aller voir, ils ont des brochures d'informations, justement, soit sur les risques associés à des médicaments ou, par exemple, pour les somnifères, comment essayer d'avoir une meilleure nuit de sommeil sans médicaments. Donc, ça peut être des ressources qui sont intéressantes à consulter. Alors, en terminant, je dirais que vraiment, quand on prend plusieurs médicaments, la clé, c'est d'être au courant de ces médicaments, donc de s'informer, vraiment d'apprendre à les connaître et puis de vraiment de pas hésiter à dialoguer avec nos professionnels de la santé pour voir si ils sont tous encore nécessaires ou s'il y aurait des alternatives ou si c'est vraiment si c'est le médicament nous apporte finalement plus de bienfaits que de risques. Et dans le fond, c'est de voir aussi avec votre entourage si vous savez que quelqu'un dans votre famille qui prend beaucoup de médicaments, bien, est-ce que finalement, est-ce que cette discussion-là a eu lieu? Vous pouvez leur poser la question. Alors, je termine en disant, bien, posez des questions, restez informés, puis soyez proactifs. Vous êtes un membre, chaque personne est responsable aussi de sa médication, sont prescrits par le médecin, le pharmacien est très impliqué aussi, mais vraiment, en étant celui qui les prend, bien, on est celui qui est au cœur de la prise de la médication et c'est à nous d'être bien au courant. Alors, ça conclut un peu ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on va pouvoir prendre quelques questions. Juste un instant. Je vais arrêter mon partage d'écran. On va aller voir les questions. Alors, quelqu'un me dit, j'ai déjà entendu que c'est un pourcentage assez élevé de consultations à l'urgence qui sont liées aux effets secondaires des médicaments. Avez-vous cette donnée? Dans le fond, j'ai présenté en fait une diapo sur le risque d'hospitalisation qui est relié aux effets indésirables des médicaments. Donc, c'est sûr que de façon globale, dans toute la population, c'est pas la cause principale si souvent que ça, mais quand même, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Donc, oui, il faut faire attention et c'est pour ça qu'il faut vraiment réévaluer régulièrement les médicaments. Ensuite, il y a quelqu'un qui demande, il y a quelques années, des statistiques ont démontré que le Québec était champion des prescriptions de relaxants et antipsychotiques en CHSLD. Est-ce que la situation s'améliore en CHSLD? Des efforts ont-ils été faits? En fait, je vous dirais que des efforts sont en cours. Il y a ce qu'on appelle au Québec le projet Opus, et parce que c'est vrai que le Québec était reconnu comme une des provinces où on donnait beaucoup d'antipsychotiques pour les personnes âgées quand ils étaient, par exemple, agités ou des choses comme ça. Et on sait qu'il y a quand même beaucoup d'effets indésirables. Et le projet Opus avec plusieurs phases, mais c'est un projet finalement qui vient vraiment, qui va s'installer dans tous les CHSLD au Québec et qui vise à finalement mieux former tout le personnel, que ce soit les préposés, les infirmières, pour vraiment avoir des approches adaptées parce que c'est la clé pour éviter ces médicaments-là. Il faut vraiment avoir une approche qui est adaptée puis mettre des trucs en place pour, par exemple, les personnes qui auraient l'Alzheimer, mais qui auraient différents troubles du comportement. Donc, puis, dans les premières phases du projet qui à date ont été implantées, bien, on réussit à enlever des antipsychotiques chez ces patients-là. Donc
c'est en implantation progressive, puis on souhaite que ça va se poursuivre avec du succès. Donc, quelqu'un demande, trouvez-vous qu'il se prescrit trop d'inhibiteurs à protons? Quelle alternative? Mais c'est certain que quelqu'un pose une question sur les inhibiteurs à protons. Donc, c'est une classe de médicaments qui est donnée pour différents troubles digestifs. Ça peut être pour du reflux, pour des ulcères. En fait, c'est bien documenté dans la littérature que de façon générale, ces médicaments-là sont pris peut-être plus longtemps que nécessaire. Il faut vraiment individualiser pour chaque personne. Il y a certaines conditions qui vont nécessiter une prise à plus long terme, soit parce que il y a un problème au niveau de l'œsophage ou parce qu'on prend d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère puis ça prend une protection. Donc, c'est difficile d'avoir une réponse, disons, qui couvre tout, mais de façon globale, c'est vrai que souvent, ils sont pris de façon prolongée sans qu'il y ait des bonnes raisons. Donc, il faut vraiment aller voir, est-ce que finalement, moi, j'ai une bonne raison de le continuer ou non? Le pharmacien et le médecin peuvent vous aider là, de ce point de vue-là. Je vais poursuivre avec les questions. Où peut-on trouver cette liste de médicaments inappropriés? En fait, cette liste de médicaments inappropriés, elle est publiée. En fait, il y en a plusieurs des listes de médicaments inappropriés. Pour être honnête, il y a des médicaments il y a des listes qui ont été publiées aux États-Unis. Il y a des listes qui ont été publiées en Europe, en Irlande. Disons que de façon globale, au niveau francophone, disons que sur le site du Réseau canadien des prescriptions, je dois dire que ça répertorie ceux qui sont les plus fréquemment. Parce que la liste de médicaments comme telle, il y en a qui peuvent avoir une 50aine de médicaments, que c'est vraiment aussi selon des diagnostics et tout. Donc, c'est dans des revues plus, spécialisées, médicales ou pharmaceutiques. Mais de façon globale, si quelqu'un est intéressé, moi, je commencerai par le site du Réseau canadien des prescriptions. Puis déjà, c'est un bon point de départ là, pour avoir une idée de ces médicaments inappropriés. Puis sinon, c'est parce que ça prend une évaluation individualisée de qu'est-ce qu'on a comme problème de santé par rapport à nos médicaments. Donc, pour voir un peu cette analyse-là, voir s'il y a des médicaments inappropriés. Donc, ça serait d'aller voir peut-être votre pharmacien là, qui habituellement sont au courant là, de ces listes-là. Quelqu'un demande un antidépresseur ou autre médicament de l'âme ayant été pris sur une base régulière à l'âge adulte. Si dans le fond, on pourrait les ajuster à la baisse rendue avec l'âge, c'est quelque chose que, selon la condition, oui, parfois on va baisser les doses parce que justement, une dose qui serait plus élevée à un âge adulte, peut avoir plus d'effets secondaires rendus à un âge plus avancé. Puis je dirais même qu'il y a certains antidépresseurs que chez les personnes âgées, il y a une dose maximale qu'il ne faut pas dépasser. Donc, il faut être plus prudent. Là. Donc, c'est parfois, oui, ce sont des choses qu'on va faire là, d'essayer de réduire la dose pour avoir finalement une dose qui serait efficace. C'est toujours d'avoir l'équilibre, une dose qui serait efficace pour nous, mais en réduisant le risque d'effets secondaires. Quelqu'un demande, est-ce que la mélatonine fait partie de la liste des médicaments inappropriés? En fait, la mélatonine, elle n'est pas considérée comme un médicament nécessairement inapproprié, mais par contre, c'est un produit naturel qui peut parfois être utilisé pour le sommeil. Mais il faut se rendre compte que dans les études cliniques avec la mélatonine, l'effet qui est documenté est somme toute très modeste. Il y a certaines études qui disaient que peut-être que ça augmente de 10 minutes le temps de s'endormir. Donc, il faut quand même c'est pas une alternative magique à prendre des somnifères. L'effet est très modeste. Il y a quand même un certain risque d'interaction avec d'autres médicaments. Il y a un risque d'effet secondaire aussi. Donc,
C'est un exemple, en fait, de produits naturels qui parfois peuvent sembler la solution, mais souvent, ces produits-là ont aussi soit un potentiel d'interaction avec d'autres médicaments ou un potentiel d'effets secondaires et pour lesquels il faut être prudent de ce point de vue-là.